L'actualité à la une ce soir, retour sur la sortie officielle des sous-lieutenants à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Une promotion baptisée Renaissance de l'endurance et des sacrifices, c'est ce que ces jeunes officiers ont subi durant leur formation. Et au président du FASO de dire à propos du nom des baptêmes qu'il doit permettre évidemment d'avoir une armée qui non seulement doit se battre pour la défense de la patrie, mais doit créer également un certain type de relations avec les civils de manière à ce que nous puissions combattre nos ennemis, mais participer également au développement de notre pays, dira Rochmar Christian Kaboré. Dans ce journal, images et commentaires à suivre donc. Dans ce journal également, rupture du pont de Sablogo sur l'axe Tenkodogo-Wargaï, en cause les fortes pluies du mois d'août dans la localité. Inutile de vous parler du calvaire que vivent les usagers de cette route importante pour la région du centre-est. Aux dernières nouvelles, des solutions sont en train d'être trouvées pour parer au plus urgent. Témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la suite et la fin de notre feuilleton Une semaine à Orodara. La région est une région grande productrice de mangue avec 36 000 tonnes pour cette campagne 2020-2021. Mais une production en baisse selon les acteurs. Comment expliquer cette situation? On en parle dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Hier, à Pau, dans le Naouri, l'Académie militaire Georges Namoiano a présenté sa cuvée 2021, une promotion de 70 sous-lieutenants qui viennent d'achever leur formation militaire théorique et pratique. Ce sont des officiers d'actifs et des officiers spécialistes. Le parrain de la promotion Yero Boli, ancien ministre de la Défense, a à l'occasion invité ses filleuls à travailler avec rigueur, intégrité, humilité et engagement pour relever le défi de la lutte contre le terrorisme. Draman Guéné. Moment d'intense émotion ici à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. 60 officiers d'actifs de la 20e promotion et 10 officiers spécialistes 11e promotion sont en fin de formation. Les jeunes sous-lieutenants peuvent effectuer le carrousel. Il s'agit de l'alpha, symbolisant la sueur, le don de soi, la noblesse de la fonction de l'officier, reconnue partout dans le monde. Comme disait le général Georges Patton, je cite, « Il vaut mieux se battre pour quelque chose que de vivre pour rien. » Fin de citation. À vous, chers camarades, le métier que nous avons choisi est celui de l'honneur et de la dignité. Alors mettons tous en évidence les qualités de l'officier enfui en nous et développons-les dans nos postes de responsabilité. Gardons bien à l'esprit que rien n'arrête l'officier des forces armées. À genoux! Promotion Renaissance. Promotion Renaissance. C'est ainsi que le président du FASO baptise la cuvée 2021 de la garnison de Pau. Un nom de baptême qui rime avec les grands chantiers des forces armées nationales égrenés ici par le patron des armées. Il s'agit en premier lieu de la mise en œuvre d'un recrutement triennal exceptionnel de personnel de toutes catégories. C'est ainsi que 100 élèves officiers, 300 élèves sous-officiers et 3000 recrues sont en cours de recrutement. Ce recrutement vise à accélérer le maillage du territoire pour une meilleure sécurisation de nos frontières. La création d'un régiment d'infanterie à Diapaga s'inscrit dans cette logique. Les prochains jours verront l'ouverture officielle des bases opérationnelles avancées de l'armée de l'air. En plus de vos responsabilités opérationnelles, il vous faudra prendre en compte une menace d'un genre nouveau, la désinformation sur les réseaux sociaux. Elle est une véritable plaie pour le moral des hommes et il sera de votre devoir, en tant que chef, de préserver celui des vôtres en leur portant l'information vraie et les outils de bon usage de ces moyens de communication. 100% de taux de succès pour la promotion Renaissance issue de 14 nationalités d'Afrique du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Ils sont tous nommés sous-lieutenants par le chef suprême des armées. Le galon leur est dû, tous bardés de la ficelle dorée, les officiers prêtent serment. Dans leur premier pas d'officier d'armée, les 70 sous-lieutenants exécutent le grand salut, la marque de l'allégeance. Les nouveaux
nouveau sous-lieutenant exécute ici le grand salut. Je voudrais ici et maintenant rendre hommage à toutes ces personnes, les forces de défense et de sécurité qui sont tombées, les civils qui ont perdu la vie au cours de cette lutte contre le terrorisme. Nous avons mis également ce mandat dans l'axe de la réconciliation nationale et également dans l'axe du renforcement du caractère républicain de notre armée. Donc cela signifie que la Renaissance va permettre évidemment d'avoir une armée qui non seulement va se battre pour la défense de la patrie, mais va créer également un certain type de relations également avec les civils, de manière à ce que nous puissions non seulement combattre nos ennemis, mais participer également au développement de notre pays. L'honneur est rendu à l'autorité par un défilé militaire. Le pas lent, le pas de l'assurance, de la maîtrise de soi. Cette année, les nouvelles du front exigent la sobriété. Pas de traditionnel feu d'artifice. À la tête du triangle. En politique, le parcours de Salif Diallo pour rendre hommage à l'homme politique évoqué à Ouaguia 4 ans après son décès. C'est à l'occasion d'une conférence organisée par la Fédération régionale du MPP de la région du Nord. Le résumé de la conférence avec Karim Bitienga. C'est une conférence de militants du mouvement du peuple pour le progrès aux allures d'un cours d'histoire. La leçon du jour porte sur le feu Salifou Diallo, cofondateur du MPP et ancien président de l'Assemblée nationale. L'animateur de la leçon est un ancien compagnon. Organisé avec ses camarades en l'espace de moins d'une année et conquérir le pouvoir d'État, c'est une gageure. Un tel homme qui malheureusement part sans laisser effectivement un écrit quelconque devrait être la source d'une réflexion pour que le legs politique en matière de développement, en matière de stratégie politique puisse être perpétué. Gervais Nadembega fait parler également d'autres témoins du parcours de l'homme. Il y a parmi eux son camarade Roch-Marc Christian Kabore, le journaliste Germain Bitiou-Nama et le député Élisée Antoine Zongnaba. Leurs témoignages sont comme une invite à l'engagement pour les participants. Nous avons eu l'honneur de découvrir des facettes de l'homme parce que, comme on dit, c'est une personnalité multidimensionnelle qui peut être appréciée comme étant quelqu'un de difficile, de dur, alors qu'à côté, il y a l'homme Salifou Diallo qui est un homme également du peuple, un homme pour la justice, la paix. Et je demande à Dieu de changer notre comportement, de nous donner la force et le courage de faire comme ce que Salif a fait. Cette conférence commémore l'an 4 du décès du docteur Salifou Diallo. Décès survenu le 19 août 2017 dans sa 60e année. Il avait tout juste 1 an 8 mois à la présidence de la 7e législature. L'association professionnelle des administrateurs scolaires et universitaires de son côté a organisé une assemblée générale ce 28 août à Ouagadougou. Les membres de cette association ont donc profité de l'occasion pour échanger sur leurs préoccupations, notamment le sous-emploi des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans leur ministère des tutelles, dont celui de l'éducation, mais aussi celui des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique. C'est pourquoi ils ont souhaité porter la réflexion sur le rôle du conseiller d'administration scolaire et universitaire. Maxime Zango. Le système éducatif burkinabé connaît pas mal de problèmes et pour avoir reçu une spécialisation dans le domaine à l'ENAM, les conseillers d'administration scolaire et universitaire estiment qu'il est de leur devoir de monter au créneau afin d'apporter une contribution à l'amélioration du secteur. Notre constat est que, actuellement au Burkina, nous avons vu qu'il y a des problèmes, que ce soit au MENA PLL ou au MSSRI, il y a des problèmes. Et nous nous sommes dit, nous on ne va pas s'asseoir à regarder. Si on s'assoit, on regarde, c'est comme si, c'est pourquoi on nous a formés, on ne joue pas notre rôle. Cette nouvelle structure qui n'aura pas les mêmes approches que le syndicat, selon ses membres,
entend surtout être une force de proposition. Le syndicat est une organisation qui va de front avec l'autorité. Nous, dans notre démarche, en tant que spécialiste de l'éducation, je le rappelle, quand il y a une décision qui concerne l'éducation, à notre sein, nous avons des spécialistes dans tous les domaines de l'éducation. Nous sommes formés pour ça. On prend la situation, on analyse de façon très froide et si la décision prise par l'autorité a des limites, on dégage les limites, on fait des propositions à l'autorité. Une force de proposition pour un système éducatif burkinabé performant et dynamique était le thème de la rencontre. Organisée en coordination nationale, la structure qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux aura des démembrements dans toutes les provinces du Burkina. L'école primaire B du village de Pelretenga dans le Passoré bénéficie d'un bâtiment à 3 classes. Le généreux donateur El Hadj Amidou Birba a aussi offert une ambulance et 2 logements pour améliorer les conditions de vie et de travail du corps médical du dispensaire du village. La remise de dons est intervenue ce 28 août au Lopoda. Ce don est l'expression de la gratitude d'un homme à l'endroit d'un village et d'une communauté qui l'ont accueilli et grâce à qui ses affaires ont prospéré. À Pelretenga, dans la commune de Yako, son village de cœur, El Hadj Amidou Birba fait don de 3 salles de classe entièrement équipées et d'une ambulance au profit du centre de santé de promotion sociale du dit village avec l'espoir de sauver des vies. Il a aussi doté ce CSPS de 2 logements pour le corps médical. Il y a des infrastructures au niveau de la formation sanitaire, mais cela n'était pas au nombre déjà des agents de santé. Donc, d'autres agents de santé étaient obligés de loger en ville, et cela retardait un temps soit peu la prise en charge des patients. C'est un fils qui a beaucoup réfléchi, qui a trouvé que la population souffrait et que l'État ne pouvait pas tout faire. Donc il a bien voulu en tout cas dépenser pour en tout cas venir en aide à la population et du reste à l'État. La remise de ces infrastructures éducatives et sanitaires vient conforter le donateur dans sa volonté d'investir une partie des retombées de ses activités minières au profit de la communauté, car convaincu que nul ne doit être heureux seul. C'est une action citoyenne et le coût de ces dons m'importe peu. L'essentiel pour moi est de contribuer au développement socio-économique de ce village qui m'a tout donné. Dans ce contexte difficile, le partage et l'entraide mutuelle doivent être au cœur de nos actions. Et je pense que ces infrastructures pourront améliorer l'offre sanitaire et éducative de ce village. Cet élan de solidarité prend une autre couleur avec cette plantation symbolique d'arbres à l'école B de Pelretenga. Une façon pour El Hadj Amidou Birba d'inciter les orpailleurs venus le soutenir à s'investir dans la préservation de l'environnement. Et au ministère en charge de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique, les projets et programmes sont au rapport pour cette première session du comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien pour réaménager ou adopter notamment un rapport d'activité de l'année 2020, mais aussi se pencher sur le budget de l'année 2021 réaménagé. Des détails avec Césaire Carrefour et Aimé Solange-Guigma. Sur la table d'évaluation, la greffe, l'appui à la gestion durable des ressources forestières, un des plus grands projets du ministère en charge de l'environnement. Partenaires techniques et financiers, acteurs des structures privées, publiques et de la société civile, ensemble, ils vont examiner les performances de ce projet. En 2020, quand nous jetions un coup d'œil sur les performances, ne serait-ce qu'annuelles de AGREF, vous avez vu les taux de réalisation physique et également le décaissement qui était très satisfaisant. Et je pense que c'est le regard de cette performance aussi et que dans le cadre de la 13e commission de partenariat entre le Grand-Duché de Luxembourg et notre pays, en tout cas nos partenaires techniques et financiers ont décidé de prolonger de 8 mois
le projet pour nous permettre bien sûr de consolider nos acquis. Le Luxembourg appuie différentes administrations burkinabées depuis fort longtemps dans le secteur de l'environnement. Et le AGREF est la suite logique de programmes précédents, surtout dans la foresterie. Mais AGREF est encore plus ambitieux parce qu'il a d'autres volets aussi que la foresterie, comme les produits forestiers non linéeux, par exemple, les micro-projets. Ce comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien de l'année 2021 va également évaluer le rapport d'activité de l'année en cours et le budget réaménagé. S'il y a bien une plantation qui porte l'admiration de plus en plus en matière de réussite dans la région des Hauts-Bassins, c'est bien celle de Bécuy, une plantation de 1200 hectares composée essentiellement de 2 espèces de plantes. Dès son aménagement en 1981, une stratégie de protection a été mise en place avec une forte implication des populations locales. Une stratégie qui a permis aux arbres mis en terre de pousser comme il se doit. La plantation est devenue aujourd'hui une forêt et elle est non seulement une source d'entrée d'argent pour la commune, mais également une fierté pour toute la population de Bécuy. Les secrets de réussite avec Karim Sissé et Betty Bienaon. Une plantation modèle dans les Hauts-Bassins. La plantation de Bécuy, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été, selon les témoignages, aménagée dans les années 80, et ce, grâce au projet IDA. La plantation a une superficie de 1200 hectares, composée de 2 espèces. Minina 600 hectares et Eucalyptus 600 hectares. Pour donner plus de chances de survie aux arbres mis en terre, une stratégie de protection a été mise en place. Cette protection de surveillance est composée de forestiers et en même temps des GGF que nous avons, que le projet a créé au sein de la population qui aide les forestiers effectivement à surveiller et à protéger ces plantations. Ici, les feux de brousse, la coupe anarchique du bois et la divagation des animaux sont formellement interdits. Ces bœufs qui sont dans la fourrière de l'unité de gestion de Bécuy ont été retrouvés dans la plantation. Les propriétaires doivent payer des taxes avant de les récupérer. Par tête maintenant monte à 1750. Donc, et c'est partagé. Par exemple, puisqu'il faut recruter des gens qui vont organiser cette opération de diversion des animaux qui les amènent dans la fourrière et au retour, il y a 750 francs qui revient à ces personnes-là et les 1000 francs reviennent à la mairie. Au dire de la population, une partie du bois de chauffe de la ville de Bobo-Dioulasso est issue de la plantation de Bécuy. Chaque année, des coupes sont organisées. Nous identifions la parcelle de coupe et après quand identification, nous leur montrons voilà la parcelle de coupe pour vous cette année. Et après maintenant, les techniques de coupe, nous leur montrons. Il y a des bureaux dans chaque village qui, lors de la coupe là, sont là. Il y a une partie qui va à l'environnement, une partie vient à la communauté. Chaque année, on n'a pas moins de 5 millions qui rentrent dans la communauté. Minimum 5 millions. Cette plantation est plus qu'une fierté pour les populations de Bécuy. Les structures chargées de sa gestion entendent toujours veiller sur elle. Du reste, elles sont disponibles à partager le secret de la réussite de cette plantation avec les communes qui le désirent. Dans l'actualité ce soir, rupture du pont de Sablego sur l'axe Tenkodogo-Ouargaï. En cause, les fortes pluies du mois d'août dans la localité. Inutile de vous parler du calvaire que vivent les usagers de cette route importante pour la région du centre-est. Aux dernières nouvelles, des solutions sont en train d'être trouvées pour parer au plus urgent. Constat avec Hassan Gebré et Tanga Robert Kafando. La route Tenkodogo-Ouargaï coupée en deux depuis près d'une semaine à cet endroit appelé Pont de Sablego dans la commune de l'Algaï.
Conséquence, des camions et des véhicules de transport en commun parqués, transvasant bagages et passagers d'un côté à l'autre grâce à ce dispositif conçu par les riverains pour soulager les usagers moyennant une contribution. Nous n'imposons pas un montant, nous demandons une contribution de chacun. Les plans se cassent et il faut les remplacer, tout comme le fer qu'il faut souder. Mais nous avons vu des publications sur Facebook nous accusant de racketter les usagers, d'avoir instauré un péage. Des ambulances sont passées par là avec des malades et des femmes en travail pour Tenkodogo en provenance de Wargaï. Nous sommes là pour sauver la population. Notre simple présence ici alerte ceux qui ne savaient même pas qu'il y avait un problème. Félix Guigemde transporte du matériel sensible. Il est obligé de rester là en attendant une décision de sa hiérarchie. Soit on repart à Ouaga, soit on doit repartir, on doit quitter ici, aller repasser à Sankaïsé. La chance pour Félix, il n'attendra plus longtemps. La direction régionale des infrastructures a déjà engagé une entreprise pour une solution définitive. On veut reconstituer d'abord le talus de Ramblay pour faire une plateforme pour permettre aux engins de passer d'abord. Mais au droit même de l'ouvrage, il va falloir faire des travaux reconfortatifs. C'est-à-dire reconstituer le remblai d'accès à l'ouvrage, c'est-à-dire le bloc technique, pour permettre aux ouvrages, aux camions et aux usagers de passer en toute quiétude. Pour l'entreprise, le passage sera libéré au plus tard ce dimanche, mais les travaux réconfortatifs de l'ouvrage vont se poursuivre au moins pendant 72 heures. Alors que la campagne agricole en cours se déroule bien, des pluies d'une intensité inhabituelle se sont abattues dans la région du sud-ouest, causant des dégâts. À Malba, notamment, la plaine risicole est complètement inondée. Les productions de plusieurs hectares sont sous l'eau et au grand dam des exploitants qui tirent néanmoins la sonnette d'alarme. Constat avec Oumarou Sagnon et Christophe Da sur place à Gawa. Des champs engloutis par les eaux à Malba, comme celui de ce producteur. La raison, les fortes précipitations enregistrées dans la zone ces derniers temps. Vraiment, on a cultivé, voilà, maïs, c'est presque... Il y a d'autres qui commencent à donner le flair et l'eau est venue, il a gâté. C'est nos premières fois de voir ça. Au cultive, mais on n'a jamais vu cette eau-là. Et cette année-là, c'est trop dépassé. Les eaux ont ainsi réduit à néant la production sur plus de 70 hectares, du jamais vu aussi pour les techniciens de l'agriculture de la localité. Vraiment bon, on peut dire que c'est du jamais vu. Voilà, la quantité d'eau qui est tombée ici, ce n'est plus un bas-fond, on peut dire que c'est comme si c'est un barrage. Voilà, ce qui a endommagé, d'abord les premiers, on peut dire les maïs d'abord. Ok, on a planifié pour mettre du riz qui n'était pas encore à l'état. On a constaté encore qu'au niveau du riz, l'eau est venue tout endommager. Bon, si on va estimer la quantité totale, ça peut atteindre 400 tonnes. Le nombre de ménages affectés par cette inondation n'est pas déterminé, mais ce sont les populations de 5 villages de Malba qui exploitent cette plaine risicole. Elle prévoit déjà des lendemains très difficiles. C'est quoi on va manger? C'est ça qui est nos problèmes. Mais présentement même, on ne sait pas comment on va faire. Engrais même, on a l'argent qui était avec nous-mêmes, tout, on a mis engrais, mais tout c'est parti. Donc on va faire comment? Toutes nos productions sont parties. À vue d'œil, on aurait dit un champ déjà récolté, pourtant on n'a rien fait. En désespoir de cause, la plupart des producteurs touchés par les inondations tournent leur regard vers le conseil municipal, mais celui-ci dit ne pas être suffisamment armé pour faire face aux sinistres qui se préparent. Je ne sais pas ce que je vais dire aujourd'hui à la jeunesse, que j'ai travaillé pendant longtemps à rester sur place. Je leur ai dit, suite à ce qu'on connaît un peu partout dans le monde, leur avenir se trouve chez eux. Le sol ne ment pas comme on a l'habitude de dire. Ils ont cru au maire. Ils ont cru à ce que j'ai dit, ils sont restés, ils ont investi. Il y a beaucoup de planteurs qui ont abandonné la plantation en Côte d'Ivoire et venir rester ici. Et cette année, ils ont fait leur expérience. Voilà le résultat. Pour le maire, il convient de trouver une solution à ce problème, une solution pérenne. J'ai dit aux gens qui se plaignent, je dis non, même si on fait la route comme aujourd'hui, tant qu'à Malba on ne fait pas un barrage, ça serait dur. Vous avez vu
toutes les eaux qui quittent ailleurs viennent à Malba pour se jeter au Ghana. À Malba, les dégâts causés par les pluies diluviennes vont bien au-delà des champs, à l'image de ce tronçon de la principale voie d'accès à la commune, sérieusement touché par les eaux de ruissellement. La suite et la fin de notre feuilleton, une semaine à Orodara. La région est grande productrice de mangue avec environ 36 000 tonnes pour cette campagne 2020-2021, mais une production en baisse selon les acteurs. Comment expliquer cette situation? La réponse avec Kamadine Lalsaga et Salif Belem. Ces jours de récolte dans ce verger, ici à Mialé, un village de Orodara. Difficile de se frayer un passage. De la mangue partout. L'activité de récolte occupe une vingtaine d'ouvriers agricoles, des jeunes et des femmes. Face au risque de pourrissement, ces ouvriers s'activent. Il faut aller vite, et même très vite. Une centaine de tonnes de mangue à cueillir en seulement 4 jours. 10 hectares là. Bon, peut-être, si ça donne, tu peux avoir 8 millions ou 7 millions comme ça, si ça donne. Les mangues produites dans la zone sont convoyées dans plusieurs villes du Burkina et à l'extérieur du pays. La mangue fraîche a une période. Et après cette période, quel qu'en soit le type, c'est fini, c'est fini. Une alternative pour encore mieux valoriser la mangue était de passer par le séchage. Donc le séchage de la mangue qui permet de sécher beaucoup de quantités et après on peut passer à la commercialisation et aller sur le marché international. La mangue est le premier fruit le plus produit à Orodara. La commune tient la tête dans la province du Kénédougou. Pour cette saison, 36 000 tonnes de mangue sont récoltées. Mais pour les différents acteurs, la production est en baisse. En 2018-2019, on a emblavé 7 450 hectares pour une production de 74 500 tonnes. Cette année, on a une production de 36 790 tonnes comme ça de mangue avec 5 256 hectares de verger. Parce que quand on regarde les chiffres, on va voir qu'on sent une baisse au niveau des superficies emblavées et en verger de mangue. C'est qu'on constate des reconversions de verger en d'autres spéculations. C'est ce qui fait que ça a baissé à ce niveau. Et la mangue cette année n'a pas été beaucoup attaquée. C'est vrai, elle n'a pas donné en termes de quantité qu'on voulait, mais ce qu'on a eu était encore de qualité meilleure par rapport à l'année passée parce qu'elle n'était pas infestée par les mouches de fruits comme l'année passée. Il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de ce problème. Il serait bon que peut-être des techniciens ou des ingénieurs puissent venir faire des études approfondies pour nous dire exactement de quoi il en est. Et on constate qu'il pleut. Peut-être que l'infiltration d'eau n'est pas assez pour nous pouvoir nourrir les arbres. Ou peut-être, on ne sait pas. Qu'à cela ne tienne, la production de mangue à Orodara reste importante et participe à l'essor économique de la commune. Malgré une production fruitière très intense, Orodara ne dispose pas d'un marché de fruits digne de ce nom. Le chantier du marché de la commune est en souffrance depuis 1996 et n'est toujours pas achevé. Une situation qui handicape les activités des producteurs, mais pas seulement, celle aussi des acheteurs. Salif Belem, Amadine Dalsaga. Nous sommes à l'autogare de Orodara, ici transformé en marché de fruits. Producteurs et commerçants squattent les allées de ce bâtiment pour leurs activités. Des allées étroites. Difficile de conserver par là la grande production du verger du Burkina. Conséquence, une bonne partie des récoltes pourrissent chaque année. Souvent, on attache les cartons, souvent il y a pluie, ça nous fatigue trop. Les trucs là, c'est pas bon. Souvent, on achète les bâches là. Si un peu de pluie seulement, on les ferme. S'ils n'ont pas de bon marché pour les achats, en cas de pluie, donc il faut forcément ramasser les cartons là, mais sous l'hangar là. Si on pouvait avoir un bon marché pour les fruits là. Pourtant,
Orodara dispose d'un marché de fruits situé à quelques encablures de cette autogare. Un marché bâti sur près d'un hectare, composé de blocs de conditionnement, de boutiques et de bureaux. Le présent marché de fruits date de 1996. Ça faisait partie des 2 premiers marchés qui ont été financés par le Fonds de développement communal. En son temps, c'était un certain nombre de bâtiments isolés qui avaient été construits, donc qui ne permettaient pas un bon fonctionnement parce que c'était pas clôturé. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en place un projet qui était le PAFASP. Et en son temps, le PAFASP, dans un premier temps, a fait un décompte de plus de 20 millions pour pouvoir achever. Et là encore, ça n'a pas pu. Il y a également un second tranche de 25 millions qui a également été débloqué. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à plus de 100 millions d'investis sur ce site. Mais malheureusement, ça ne va pas. Aujourd'hui, le marché est en état de délabrement avec la clôture qui cède par endroits. Drissa Traoré déplore également les bâtiments vétustes à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, il faut d'abord dire que c'est l'achèvement des bâtiments, des infrastructures qui sont là. 2, c'est l'électrification. 3, c'est l'adduction d'eau. Et la finalisation de la SAP. Le souhait des différents acteurs est de voir l'achèvement du marché de fruits dans les meilleurs délais pour y intégrer et sauver une grande partie des récoltes ici à Orodara. Dans tout cela, intéressons-nous au mariage en pays siamo, communauté ethnique qui peuple la commune de Orodara. Tout commence par les initiations au rite des fiançailles, mais c'est à l'âge de la majorité que les jeunes filles sont mariées. Pour nous en faire une idée exacte, nos reporters ont rencontré certains membres de cette communauté siamo. Ils expliquent les différentes étapes de l'initiation, dont beaucoup d'étapes sont gardées secrètes. Salif Belem, Amadine Lalsaga. La préparation des filles au mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Une série d'initiations, gardées dans le secret des ancêtres, prépare les promises à assumer leur futur rôle d'épouse. Elles ressortent badigeonnées de beurre de karité et de sésame, puis présentées au chef du village et au public. D'abord, si une fois que la personne qui est convoitée, qui a marié la fille, qui a appelé à marier, vous devez quand même se joindre à une famille, une autre famille, autre que la belle famille, où il y a quelqu'un qui va aller faire les démarches. Voilà, et c'est ce dernier, vous voyez, qui a toujours une lampe à tempête en main, une qui est devant également avec un panier que l'on appelle un panier témoin. Et en pays siamo, tu ne peux pas prétendre marier une femme sans donner ce panier qui est aussi sacré pour la femme. Ces jeunes filles abordent une autre étape de la vie des initiés. Elles entament un long processus jusqu'au mariage. La durée de ces rites peut aller au-delà d'une décennie. En pays siamo, les filles sont initiées très jeunes aux fiançailles pour permettre à la belle famille de se préparer. Après cette cérémonie, la belle famille doit désormais venir cultiver le champ du père de la promise jusqu'au mariage. Et chez nous, quand une femme se marie, c'est dans sa famille que sa fille doit repartir comme épouse. La cérémonie de fiançailles constitue une occasion d'immersion dans la vie de foyer pour ces jeunes fiancés. Il y a beaucoup d'étapes qu'on ne peut pas vous montrer, mais sachez qu'avant que les filles sortent, on les sensibilise, puis on les dépose dans leur belle famille qui doivent leur donner 2 pains chacune. Elles reviennent chez elles et quand elles auront l'âge de la majorité, si les belles familles sont prêtes, on peut célébrer le mariage. Tout ce processus que nous avons filmé constitue la partie ouverte à notre caméra. Beaucoup d'étapes sont restées secrètes, seuls les initiés peuvent y avoir droit. Passé cette étape, la voie est désormais ouverte pour entrer dans les liens sacrés du mariage. Voilà, nous sommes avec Amadine Lalsaga qui nous a fait vivre ce feuilleton toute cette semaine. Amadine, bonsoir.
Bonsoir, Fousseni Kindo. Vous étiez la chef de l'équipe qui nous a fait vivre ce feuilleton à Orodara et on l'a vu dans l'élément sur les fiancas, des parties qui sont restées secrètes. Est-ce que la curiosité du journaliste que vous êtes ne vous a pas amené à creuser par derrière? Bien sûr, on a essayé, mais la communauté nous a découragés parce qu'il fallait être initié pour pouvoir accéder même à la case dans laquelle les filles sont initiées, l'initiation commence. Donc on a tenté, même pour nous expliquer, bon, ils disent que c'est gardé secret parce que c'est comme ça, seuls les initiés, c'est leur coutume, nous on ne peut pas savoir. Donc c'est ce qu'on a pu filmer que vous avez vu. Oui, et toute cette semaine, vous nous avez fait vivre beaucoup de choses, des épisodes sur la vie économique, mais aussi la vie sociale. Et durant votre tournage, qu'est-ce qui vous a marqué? Merci pour la question, mais je vais signaler que je n'étais pas seule, vous l'avez dit, j'étais chef d'une équipe composée de 5 personnes. En plus de moi-même, il y avait Salifou Belem pour les images que vous avez suivies tout au long de la semaine, et Boukari Zungrana pour le son, l'ingénieur son, et Valérie Zungrana pour le montage de Zungrana dans la même équipe, et Aboubakar Traoré qui nous a conduit, le chauffeur. Alors, il faut dire que c'était une très belle immersion à Orodara. Nous avons séjourné pendant une semaine pour vous rapporter tous ces reportages-là. Mais ce qui nous a plus marqué, c'est la baisse de la production. Alors, Fousseni Kindo, quand on dit Orodara, c'est le verger du Burkina, c'est d'abord la mangue. Mais le constat que nous avons fait sur le terrain est que la production de la mangue est en baisse. Vous avez suivi le reportage et je vais rappeler un peu les chiffres. En 2018, par exemple, il y avait 74 000 tonnes de mangue. En 2019, Fousseni Kindo, on est passé à 52 000 tonnes de mangue. Et cette année, c'est la saison agricole 2020-2021, bien sûr, nous sommes à 36 000 tonnes de mangue. Et ce n'est pas seulement Orodara. Quand on dit le verger du Burkina, c'est également le Kénédougou. Il faut dire qu'au niveau de la province, il y a également une baisse de la production de la mangue. De 375 000 tonnes en 2018, nous sommes à 250 000 tonnes. Nous avons creusé, on a essayé de comprendre et on a vu qu'il y a d'autres spéculations en fait, qui sont en rebond. C'est comme l'anacard qui est passé de 7 000 tonnes en 2018 à 9 000 tonnes en 2020. Vous voyez que ça progresse et nous avons essayé de comprendre pourquoi. On nous a fait comprendre qu'il y a un projet dans la région des Hauts-Bassins, par Dar Plus, qui accompagne en fait les producteurs dans la création de nouveaux vergers d'anacard. Et en plus de cela, il faut dire qu'à un moment donné, le prix de l'anacard était un peu plus attractif sur le terrain. Donc, cela, avec toutes ces raisons-là, on poussait certains producteurs à transformer, à convertir bien sûr les manguiers par des anacardiers, ou bien complètement par la production du manioc qui gagne également du terrain. Alors, le manioc qui passe de 17 000 tonnes en 2018 à 22 000 tonnes cette année. Ça prend de l'ampleur parce qu'au niveau de Orodara, il y a les unités de production, de transformation qui sont mises à près de 20 unités de transformation. Un peu plus même, c'est ce qu'on a pu constater. On nous a dit que c'est un peu plus. Et qui transforment en fait le tubercule en atiké, en tapioca et en plusieurs autres produits dérivés. Donc tout cela peut-être a contribué, mais il faut ajouter aussi qu'au niveau de la mangue, les producteurs avaient un souci, c'est la mouche. Les parasites qui attaquaient les manguiers et on ne savait pas comment faire. C'est vrai qu'ils ont eu un peu l'aide des techniciens, mais ça aussi, ça a également joué. Et ça jouait également sur la production de l'agrume. L'agrume qui était de 3 000 tonnes est passé à 2 000 tonnes, Fousseni Kindo. Donc, au-delà de tout ça, il y a une raison que je vais ajouter, si vous me permettez. Il y a en fait, selon les acteurs qu'on a rencontrés sur le terrain, il y a la peste de la nappe phréatique. On a échangé également avec le maire adjoint qui nous a fait comprendre qu'il y a des fuites d'eau au niveau de Orodara. Et ce ne sont pas les manguiers seulement qui sont en souffrance, c'est d'abord les agrumes. Beaucoup de pieds d'oranger sont partis, sont séchés et certains étaient obligés également de convertir tous les vergers là. Donc là-bas, les producteurs essaient de voir en fonction du comportement des produits sur le terrain et pouvoir se positionner. Mais Amadine, dites-nous, est-ce que vous avez pu certainement avoir des difficultés au cours de votre séjour dans ce qu'on appelait toujours le verger du Burkina? Bien sûr, nous avons eu le verger du Burkina et également le berceau de l'anacard, juste pour compléter. Alors, il faut dire qu'on a eu quelques difficultés et il y a des difficultés, on s'attendait quand même à certaines difficultés comme premièrement la pluie. Il fallait filmer et tourner entre deux pluies, Fousseni Kindo. Vous levez le matin, vous faites le planning. Alors,
il fallait négocier avec la pluie qui vient. Et on s'attendait à ça, bien sûr, on s'attendait à ça. Il faut dire également que c'était une période de congé. Il y a des acteurs qu'on n'a pas pu trouver sur place parce que beaucoup ont pris les congés pendant cette période-là. La période était propice pour les congés. Donc, et nous sommes également allés au moment où les récoltes étaient presque terminées. Par exemple, pour la mangue, c'était carrément les dernières récoltes. Et on n'a pas pu réaliser un sujet qui nous tenait quand même à cœur, c'est la chaîne de transformation de la mangue. Parce que toutes les unités étaient fermées. Toutes les unités de séchage, de transformation étaient fermées parce que c'était la fin de la production. Donc, ça, je peux dire que c'est une difficulté et qui, bon, un peu joué, mais nous avons quand même pu vous réaliser quelques sujets que vous avez pu suivre tout au long de cette semaine. D'accord, merci à vous. On vous attendra certainement pour d'autres feuilletons sur d'autres localités du Burkina. Merci. Pourquoi pas dans le Yatenga. Merci à vous d'être venu. Pour la suite du journal, l'émir du Liptako a effectué une visite de courtoisie au Dima de Boussouma le 28 août dernier. Les deux royaumes collaborent ensemble depuis quelques siècles. Cette relation a connu un ralentissement ces dernières années. Le 12e émir du Liptako réveille les relations entre Boussouma et le Liptako. On fait le point avec Amadine, plutôt Yakuba Kwala et Roger Tapsoba. L'émir du Liptako est au palais royal de Boussouma pour une visite de courtoisie. Accompagné par une forte délégation, il est accueilli par le Dima Sigri. Après les salutations d'usage, les deux personnalités s'entretiennent. Au cours des échanges, il s'agit de relancer les liens séculaires entre les deux royaumes et donner un exemple de cohésion sociale aux communautés. C'est ce qui se faisait il y a longtemps que l'émir de Liptako a réveillé aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui va permettre à tous de savoir que nos deux royaumes sont liés et toutes les communautés sont identiques. Parfois, les gens se font des différences et pourtant, nous sommes tous des humains. L'amitié entre les deux royaumes date de plus de 2 siècles. Chaque 3 ans, tout émir rendait visite au Dima de Boussouma. Ces consultations ont connu un arrêt depuis quelques années. Cette visite du 12e émir du Liptako va réveiller les liens et aussi consolider les relations entre les communautés. Ce n'est que l'ouverture et nous devons perpétuer la tradition. Il faut qu'on arrive à bout pour que le Burkinabé puisse vivre en paix. Aujourd'hui, je lance un appel à tout le monde de ne pas laisser que nos disparités nous éloignent les uns envers les autres. Nous sommes tous une communauté d'êtres humains. Au terme de la visite, l'émir du Liptako a immortalisé son passage à Boussouma. Il a planté quelques arbres dans la ferme du Dima en guise de souvenir. Un nouveau chef à Zignaré, il a été installé ce 28 août, intronisé le 17 août dernier par le Mogo Naba Bango, roi de Ouagadougou. Le nouveau chef a pris comme nom de règne Naba Sanom. 10 jours durant, il a accompli les rites coutumiers pour finir par être intronisé et être installé ce samedi en présence de Maïmouna Traoré. Ils sont venus des quartiers de Zignaré et des villages relevant du ressort territorial de ce canton pour assister à l'installation officielle de leur chef, l'honorer et lui prêter allégeance. Intronisé le 17 août dernier par le Mogo Naba Bango, avec pour nom de règne Naba Sanem, c'est ce 28 août qu'il est entré officiellement au palais royal après avoir accompli les rites coutumiers pendant 10 jours. Et voici le moment tant attendu. Le nouveau garant des traditions fait un tour d'honneur, communie avec ses sujets et les invités et s'installe sur son trône. De là, il reçoit des bénédictions et des éloges. Quand le Moro choisit, nous faisons des passages dans d'autres villages. Avant de venir, c'est celui qu'on appelle notre Gan Saba, à Zignaré même, non loin du palais. On a fait une semaine là-bas. Question de nous familiariser avec la chose coutumière. Et c'est après ça maintenant qu'on nous autorise d'aller rentrer officiellement et coutumièrement au palais et faire des rites
avant de rentrer. Outre son nom de règne, il a 2 autres noms. Un nom de guerre, Naba Digamde, et un nom de reconnaissance à celui qui lui a porté le bonnet, et ce nom, Naba Tangzouk Siabago. Il place son règne sous le signe de la cohésion sociale et de la promotion des valeurs traditionnelles. Nous avons placé notre règne sous le signe de la cohésion sociale pour regrouper toute la diversité sociale et familiale dans l'Obritenga. Et la paix, parce que nous sommes dans ce contexte et nous la vivons et nous voulons en faire notre mission. Enfin, le retour à la source dans l'Obritenga, c'est triste de le constater, mais la coutume est en train de s'évaporer. Chef d'agence de l'UAP Ouaga S, Naba Salem est le 12e chef de Zinari. Il succède à son regretté grand frère Naba Boulga qui a rendu l'âme le 22 mars 2019. Et pour refermer cette édition, les étalons sont depuis hier à Marrakech où ils doivent livrer 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour le moment, le groupe n'est pas au complet et cet après-midi, il n'était que 13 pour la séance d'entraînement. L'information principale donnée lors de cette séance est la convocation de Jean-Fiacre Kwame pour remplacer Cyril Bayala, forfait pour blessure. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Marrakech, Mamadou Wena et Daouda Ouattara pour plus de détails. Arrivé de Ouagadougou par vol spécial avec seulement 8 joueurs, le groupe étalon s'est étoffé aujourd'hui avec 5 autres joueurs. Ils sont donc 13 à fouler la pelouse du terrain annexe du grand stade de Marrakech pour la toute première séance d'entraînement. Hier déjà, il y a eu un décrachage à 8. Sur les 27 initialement convoqués, Cyril Bayala de l'AC Ajaccio, blessé hier lors du match de Ligue 2 entre Ajaccio et Guingamp, a déclaré forfait. Pour moi, c'est encore un coup dur pour la sélection, parce que quand vous comptez sur quelqu'un et puis qu'à la dernière minute, la personne est out, il faut tout de suite réfléchir à comment remplacer, pallier, en tout cas à cette situation. Pour le remplacer, c'est un autre Ajaxien, Jean-Fiacre Kwame, qui est appelé à la rescousse et ce sera sa première convocation avec l'équipe Fagnon. Kwame Botier, qui est présentement à Ajaccio, qui pète la forme. C'est un enfant courageux. Je pense que c'est maintenant que nous devons le relancer. Surtout que c'est un enfant qui est un peu à cheval entre 2 nations. Nous préférons déjà le coopter dans notre effectif. Déjà à l'heure où je vous parle, je pense que le garçon est déjà à Marseille pour sa visite afin d'embarquer pour Marrakech. Les arrivées se font toujours au compte-gouttes. Cet après-midi à 18h, local, Oulas Abbas Traoré et Draman Nikiema de Oroya ont rejoint le groupe. À 23h, Hervé Kofu-Kwaku, Gustavo Sangaré, Hassan Bandé et Fessal Tapsoba sont attendus. Les étalons devront être au complet demain lundi pour mieux préparer le match du 2 septembre contre le MENA du Niger. Voilà, c'est tout pour cette édition. Excellente reprise pour demain. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Au revoir.